Dans ce journal, nous évoquerons ce don de la première dame de 500 kits scolaires aux écoliers de la sous-préfecture de Lolobo. C'est un don fait par Dominique Ouattara pour marquer sa solidarité aux parents d'élèves. Le tabagisme représente un enjeu majeur de santé publique au plan mondial. Dans ce journal, nous irons à Bouaké où le programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et autres addictions expérimente la prise en charge pratique du sevrage tabagisme comme moyen pour se débarrasser de ce tueur. Et puis nous irons en Thaïlande où un début de confusion est apparent après la mort jeudi du roi. Le prince héritier Vajiralongkorn, appelé en principe à prendre la succession, a fait savoir qu'il ne voulait pas monter sur le trône dans l'immédiat afin d'observer une période de deuil. Voilà pour le sommaire. Nous sommes le vendredi 14 octobre. Bonjour, bienvenue dans ce 13h. Ouvrons ce journal par la deuxième phase du PENIA, le programme national d'investissement agricole lancé hier jeudi par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Il s'agit de réfléchir à la mise en phase de projets innovants afin de mécaniser l'agriculture au bénéfice des populations agricoles. À cette occasion, le Premier ministre a annoncé que l'augmentation des rendements agricoles est de 5 652 milliards de francs CFA distribués au monde agricole. Les précisions de Francis Boifou. Monsieur le ministre, bravo, bravo, bravo. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a des raisons de féliciter le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoua Koulibaly, porteur du PENIA. Le programme national d'investissement agricole a permis l'augmentation des productions agricoles. On enregistre plus de 17 millions de tonnes de produits vivriers en 2015 contre environ 12 000 tonnes en 2012. Au niveau des cultures de rente, la production est passée de plus de 4 900 000 tonnes en 2012 à plus de 5 900 000 tonnes en 2015. Des performances qui ont permis à la Côte d'Ivoire d'être premier producteur mondial de cacao, de noix de cajou et de cola. Mieux, les réformes initiées ont permis à l'État de distribuer au monde paysan la somme de 5 652 milliards de francs CFA en 2015 contre 3 362 milliards de francs en 2012. Pour la deuxième phase du PENIA, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural souhaite une intégration des questions de production avec maîtrise totale de l'eau, de mécanisation agricole, de formation professionnelle, de commercialisation et de valorisation des produits agricoles sur place. Le tout en suivant une architecture de type agro-polaire. En amont, l'on travaille sur la mise en place de toutes les infrastructures agricoles qui permettront d'améliorer la productivité. Et en aval, on facilite l'installation d'un réseau de partenaires privés pour la conservation, la transformation et la commercialisation des produits agricoles. Dans ce système agropolaire, ajoute Mamadou Sangafoua Koulibaly, les autres services sociaux de base, l'eau, l'électricité, la santé et l'éducation sont pris en compte, ainsi que les services TIC et la finance de proximité. Je reste donc convaincu que la deuxième génération de PNIA viendra labourer dans les sillons du PNIA 2012-2015 en vue de consolider les acquis et amorcer l'ère de la transformation structurelle du secteur agricole par la prise en compte des grands défis. Le PNIA 2 couvre la période 2017-2021. Les sous-programmes, les projets spécifiques et les actions prioritaires du programme seront disponibles en mars 2017 après analyse des forces et faiblesses du PNIA 1. Le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Pascal Abinan-Kouakou, a rencontré en début de semaine les directeurs des ressources humaines des différents ministères. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la modernisation avec pour objectif de faire l'état des lieux dans les différents ministères. Massokone, Hermaniamie. Partager avec les directeurs des ressources humaines des différents ministères son ambition et sa vision de la modernisation de l'administration, c'est tout le sens de cette rencontre initiée par le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration avec les gestionnaires des ressources humaines des ministères. Nous avons institué donc, en tant que besoin se fera sentir, de faire au moins une réunion chaque mois pour faire le point d'avancement des travaux dans chaque ministère technique afin d'éviter les retards
recettes, parce qu'on reproche à l'administration ivoirienne sa léthargie, les retards dans la production des actes et que cette administration n'est pas diligente. C'est ce que nous voulons corriger. À la suite du ministre Pascal Kwaku Abina, Nyeguri Albertine, directrice de gestion du personnel civil de l'État, et Aka Kofi, directeur général de la fonction publique, ont tous deux expliqué la politique de modernisation de l'administration du ministère aux différents directeurs présents. Depuis sa prise de fonction, le ministre a initié plusieurs rencontres avec ses agents. Cette réunion, selon Abina Kwaku, s'inscrit dans sa politique de rompre avec les comportements peu honorables qui entachent la crédibilité et l'efficacité de l'appareil administratif. La Direction générale des impôts a fait le bilan de ses recouvrements pour le compte du troisième trimestre de l'année. Il en ressort que la période de juillet à septembre a été marquée par un ralentissement au niveau de collecte fiscale avec un manque à gagner de 12 700 millions de francs CFA. Pour le quatrième trimestre qui s'ouvre, l'administration des impôts entend combler le gap de cette moins-value. L'objectif affiché étant de se mettre en équilibre avec les prévisions annuelles de recettes qui se chiffrent à 1869 milliards de francs CFA. L'enseignant Bakayoko Adamakoni. Pour l'administration fiscale, le temps, c'est plus que jamais de l'argent. Alors que l'échéance de l'exercice budgétaire approche, les prévisions de recettes pour ce troisième trimestre de l'année 2016 ne sont pas à la hauteur des attentes. Au cours du troisième trimestre de l'année 2016, les recouvrements effectués par l'ensemble des services de la Direction générale des impôts s'établissent à 458,8 milliards de francs CFA pour un objectif de recettes de 471,5 milliards de francs CFA. Un écart négatif de 12,7 milliards de francs CFA. En ajoutant ce résultat trimestriel aux réalisations du premier semestre, le montant total des recettes collectées s'élève à 1420 milliards 700 millions de francs CFA entre janvier et septembre 2016. Au regard de notre objectif annuel de recettes, qui lui s'établit à 1869,3 milliards, il nous reste à réaliser d'ici la fin de l'année 448,6 milliards de francs CFA. Un montant important, mais pas inaccessible pour les agents du fisc. La mise en œuvre effective de toutes les mesures d'encadrement et de rationalisation dans l'organisation de nos tâches permettront de réaliser l'objectif de recettes. Pour 2017, le projet de budget est estimé à 6 501 milliards 400 millions de francs CFA. La contribution de la Direction générale des impôts devrait dépasser les 2000 milliards de francs CFA. 500 kits aux écoliers de la sous-préfecture de Lolobo. Je vous le disais en titre, c'est un don de la première dame Dominique Ouattara pour marquer sa solidarité aux parents d'élèves. Le don a été remis aux bénéficiaires le 12 octobre dernier et le professeur Justin Kofi, inspecteur d'État, représentait la donatrice. Léon Brou, notre confrère de RTI Boaké. Encore un acte de générosité de la première dame Dominique Ouattara, ces 500 kits scolaires pour les écoliers de la sous-préfecture de Lolobo, district de Yamoussoukro, dont remis de la part de la présidente fondatrice de Children of Africa par l'inspecteur d'État, le professeur Justin Kofi, lui-même fils de la localité et à l'origine du geste. Il dit la solidarité de la première dame aux bénéficiaires et à leurs parents. L'émergence, le président l'a pensé. Il faut que nous l'actions. C'est nous qui devons réaliser l'émergence. Donc ce n'est pas le travail de chacun à tous les niveaux. Donc c'est quitte pour soulager les écoliers. La première dame veut travailler à la racine pour que nos enfants puissent avoir la meilleure formation, de façon à ce que tout le monde ait la chance d'arriver quand même au développement et les familles un peu démunies connaîtront la paix, la tranquillité de cette rentrée-là. En saluant l'acte et l'engagement de la première dame, le chef de la circonscription éducative et le sous-préfet de Lolobo font une révélation. Pas d'extrait de naissance pour 624 sur les 1037 écoliers cibles d'une enquête. Hortense Lilaan et Bruno Dayoro exhortent ainsi les populations à œuvrer pour que ne soient pas vains les efforts de Dominique Ouattara, un plaidoyer bien compris. Nous allons encore prendre l'initiative de rattraper le tir pour ces enfants malheureux en leur fournissant ces extraits de naissance par tous les moyens que nous avons à notre disposition.
Il y a une équipe qui est mise en place pour cela. À l'avenir, il faut que chaque parent s'assume. Cette remise de kits scolaires, occasion pour le début de la mise en œuvre de la promesse annuelle du professeur Justin Kofi, 200 000 francs CFA pour soutenir la scolarisation dans la sous-préfecture de Lolobo, occasion aussi pour préparer l'esprit des populations au référendum constitutionnel. L'ONG Petra Rock également a fait don de kits scolaires. Les bénéficiaires sont les élèves orphelins du groupe scolaire à Boboté Annexe. L'objectif de ce don est d'aider ces enfants à bien commencer la rentrée scolaire. Konaté Moussa. L'ONG Petra Rock fait parler son cœur en faveur des élèves orphelins. 63 orphelins du groupe scolaire à Boboté Annexe dans la commune d'Abobo ont reçu des kits scolaires d'une valeur de 400 000 francs CFA. L'acte vise à permettre à ces élèves orphelins de bénéficier de formations de qualité. Un soulagement donc pour ces enfants défavorisés en cette période de rentrée scolaire 2016-2017. Le personnel de l'établissement, dont la voix est portée par Hugues Saoui, a salué le geste remarquable. Pour sa part, la présidente de l'ONG Petra Rock, PST, se dit motivée à renouveler cette action à l'endroit de tous les élèves orphelins de Côte d'Ivoire afin de leur offrir un avenir meilleur. Créée depuis 2005, l'ONG Petra Rock s'est donné pour mission l'amélioration des conditions de vie des orphelins et des veuves en leur permettant de mener une existence satisfaisante et autonome. Encore un don de kit scolaire pour clore ce chapitre, dans le but donc de promouvoir le mérite au collège du Moronou Kotobi. Kwabenan Kwasi Stéphane, cadre de la région, a fait don donc de kits scolaires aux élèves. Tout a commencé avec les activités sportives suivies de cette remise de kits par le directeur des études, Osoro Herman, qui a salué le donateur, Kwasi Stéphane. Madame le sous-préfet a encouragé le collège à continuer de travailler afin d'être une référence dans le Moronou et au niveau national. Le donateur Kwabenan Kwasi Stéphane s'est montré toujours disponible. De l'immersion en entreprise à la production d'ouvrages didactiques, quel apport pour la réforme de la formation technique et professionnelle? Voilà le thème de la deuxième édition des Journées du livre technique et professionnel à l'ère du numérique qui se tiendra du 20 au 21 octobre prochain. C'est une initiative du CIDFOR, le Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle, dont le directeur a montré récemment aux journalistes l'importance de ces journées. La problématique de l'insertion socio-professionnelle des jeunes formés est depuis toujours au cœur des réflexions des experts du système éducation-formation. Dans le but donc de rapprocher l'école de l'entreprise, le Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle CIDFOR a mis en place le programme Immersion en entreprise des acteurs de la formation technique et professionnelle. Objectif, permettre aux acteurs de la formation de s'imprégner des réalités quotidiennes et de l'avancée technologie au sein des entreprises. Des journées du livre technique et professionnel à l'ère du numérique alors, en vue d'offrir un cadre de réflexion et d'échange pour une formation de qualité. Le directeur du Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle, sous tutelle du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, a échangé avec la presse sur les enjeux de ces journées du livre technique et professionnel à l'ère du numérique qui auront lieu du 20 au 21 octobre prochain autour du thème de l'immersion en entreprise à la production d'ouvrages didactiques. Quel apport pour la réforme de la formation technique et professionnelle? Nous aurons des conférences prononcées par des grands archivistes de Côte d'Ivoire sur la nécessité d'avoir un système d'archivage dans nos entreprises, dans nos établissements publics. Forum d'échange, table ronde, exposition, dédicace d'ouvrages pédagogiques, concours du meilleur support pédagogique, entre autres, constitueront le menu de cette deuxième édition des Journées du livre technique et professionnel à l'ère du numérique. Reportage signé par Kassoro Kone. La construction et l'équipement du lycée technique et professionnel de Daloa seront effectifs en 2017. Cela dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le projet va coûter 9 milliards de francs CFA et le Fonds cohétien de développement, qui en est partenaire, a officiellement signé le protocole d'accord. Patricia Omouitia. Deux signataires, le Fonds cohétien pour le développement et le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Un partenariat pour redynamiser le secteur de l'enseignement technique avec la construction du lycée technique et professionnel de Daloa.
Avec un plateau technique des plus sophistiqués, le projet sera situé dans le village de Bribo, à 2 km de Daloa. Estimé à 9 milliards de francs CFA, le nouveau lycée technique sera construit sur un terrain de 40 hectares et va accueillir plus de 2000 élèves. La nouveauté, c'est que c'est un lycée technique et professionnel. Dans ce lycée, on aura également des BTS et les autres formations, des niveaux de qualification de la formation professionnelle. Ce paraphe fait suite à la mission effectuée par son Excellence Monsieur le Ministre au Koweït, où il a fait une requête au Fonds koweïtien pour le financement de cet établissement. Le Fonds koweïtien a fait une promesse séance tenante au ministre, et aujourd'hui le Fonds koweïtien est à Abidjan pour tenir la promesse qui a été faite à Monsieur le ministre. Ce projet de construction et d'équipement va permettre d'offrir les conditions institutionnelles et matérielles de la réforme de l'enseignement technique initiée par le ministre Paul Kofi. Le lycée technique et professionnel de Daloa est le 4e du genre après Abidjan et Bouaké. Cette question à présent, comment prendre part à la COP 22, la conférence sur le changement climatique qui se tiendra le mois prochain au Maroc? Les organisateurs venus du Maroc et la société civile ivoirienne ont tenté d'y répondre le mercredi dernier. Cette rencontre, facilitée par la Commission nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, visait à donner aux organisations de la société civile des informations sur les dispositions pratiques pour participer à ce rendez-vous mondial sur le climat et les mobiliser autour de l'événement. Le compte-rendu de Serge Coléa. À moins d'un mois de la COP 22, la 22e conférence des parties pour faire face au changement climatique prévue du 7 au 18 novembre prochain en terre marocaine, le pays organisateur multiplie les contacts. Avec les structures et associations de la société civile ivoirienne, Moustapha Gilok, émissaire du Conseil marocain des droits de l'homme, a parlé des dispositions arrêtées pour participer au rendez-vous de Marrakech. Nous sommes là pour expliquer l'intérêt, l'opportunité de la participation des associations ivoiriennes à l'événement, pour témoigner de leur expérience et de la grandeur de ce pays en matière de préservation de l'environnement et des défis également que constituent les changements climatiques pour ce pays. Accréditation, déplacement sur le site, prise en charge sanitaire, présentation des projets. Tous les sujets ont été abordés. Il a donné les explications qui sont pertinentes, élaborer un projet innovant et soit un projet passé ou à venir. Je pense que les informations ont été claires et nettes. À nous de jouer notre rôle. La voix de la Côte d'Ivoire sera encore entendue à ce meeting sur le climat. Une voix que la CNDHCI, la Commission nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, veut des plus audibles. C'était d'abord de donner l'information à la société civile à travers le Conseil national des droits de l'homme, de suivre leur inscription sur le site de la COP 22 et de pouvoir les accompagner. Pour cette année, le Maroc souhaite une forte présence de la société civile africaine dans les réseaux internationaux. Ainsi pourra-t-elle influencer les conclusions de cette rencontre mondiale sur le changement climatique. Le tabagisme représente un enjeu majeur de santé publique au plan mondial. Le programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et autres addictions expérimente à Bouaké dans le Béké la prise en charge pratique du sevrage tabagisme comme moyen pour se débarrasser de ce tueur. Kader Sogodogo, RTI Bouaké. Abus dangereux pour la santé. Fumer tue, fumer rend stérile. Voici des phrases qui en disent long. Des phrases visibles à longueur de journée par ces millions de fumeurs que compte la Côte d'Ivoire. Fumer, faut-il le rappeler, est nuisible pour la santé du fumeur, mais également pour tous ceux qui partagent son environnement. À titre de rappel, 36 millions de personnes dans le monde, dont 6 millions en Afrique, meurent par an à cause de la cigarette. En Côte d'Ivoire, ils sont environ 5000 personnes qui passent de vie à trépas. Face à ces pertes, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à travers son programme de lutte contre le tabagisme, expérimente une nouvelle méthode, le sévrage tabagique. Il était au cœur d'un atelier à l'intention des personnels de santé des districts sanitaires. Il faut aujourd'hui aider ceux qui fument à arrêter et aussi faire des préventions pour ne pas qu'il y ait de nouvelles victimes du tabac. L'objectif, c'est de donner suffisamment d'arguments
aux médecins pour que dans leur pratique de tous les jours, pour qu'ils puissent prendre en charge des sujets tabagiques. Parce que presque toutes les pathologies que nous avons ont un lien avec le tabagisme. Désormais, il s'agira de repérer tous les fumeurs qui fréquentent les centres de santé du pays, leur délivrer un conseil minimal, les orienter vers un centre de sévrage tabagique et instaurer le sévrage si le fumeur le désire. À Abengourou, la direction générale du Conseil Café Cacao a fait don récemment d'une ambulance médicalisée à la maternité Henriette Conan-Bédier du quartier Cafetou. Ce don fait le bonheur des populations et il a été fait en marge de la cérémonie de lancement au plan local de la campagne Café Cacao 2016-2017. Honorine Nanigori pour les détails. Ce don d'ambulance médicalisée d'une valeur de 30 millions de francs CFA s'inscrit dans le cadre des actions du Conseil Café Cacao. Il vise à améliorer les conditions de vie des producteurs. Cette ambulance médicalisée va en effet permettre d'assurer l'évacuation rapide et sous assistance médicale des malades et des femmes en travail en provenance des villages situés dans la périphérie de la commune d'Abengourou. Le directeur du centre hospitalier régional d'Abengourou, Dr Désiré Ebois, qui a reçu les clés de cette ambulance, a salué ce geste de haute portée sociale des responsables du Conseil Café Cacao. Il les a assurés d'utiliser ce précieux engin à bon escient. Ce don a été fait en marge de la cérémonie de lancement au plan local de la campagne Café Cacao de l'exercice 2016-2017, au cours duquel le délégué régional du Conseil Café Cacao d'Abengourou, Évariste Hello, a dressé le bilan de la campagne écoulée. Un bilan jugé positif au regard de la production annuelle de cacao, estimée à 80 000 tonnes et surtout de la qualité du produit. Pour cette nouvelle campagne, les acteurs de la filière Café Cacao, notamment les producteurs, ont invité à faire mieux, c'est-à-dire atteindre les 100 000 tonnes. Ici à Abidjan, une délégation de haut niveau de la Confédération syndicale internationale séjourne depuis quelques jours à Abidjan. Et mercredi dernier, la délégation a rencontré la centrale syndicale Humanisme à son siège, situé dans la commune d'Adjamé. Les échanges ont porté sur la procédure d'application de la centrale syndicale Humanisme à la Confédération syndicale internationale. Grâce Kando. Une délégation de haut niveau de la Confédération syndicale internationale, la CSI, séjourne à Abidjan depuis quelques jours. La délégation a rencontré ce mercredi 12 octobre la centrale syndicale Humanisme dans le cadre de la coopération entre ces deux organisations. Cotisation des membres, subvention de l'État et plusieurs autres sujets ont été abordés au cours de cette rencontre. Nous sommes tenus de nous rendre dans le pays en vue de vérifier sur le terrain l'existence de l'organisation, mais également de vérifier si nous sommes en face d'une organisation syndicale réelle, assumant donc les valeurs syndicales que nous incarnons, d'indépendance, de justice sociale. L'affiliation est nécessaire parce que c'est une forme de solidarité, mais également vous allez avoir la possibilité de comprendre comment se passe le mouvement syndical mondial, d'avoir une solidarité agissante à travers tous les pays et tous les continents, bénéficier peut-être également de moyens ou de structures capables de renforcer les capacités. Ils nous ont donné des sages conseils pour améliorer notre gouvernance interne, pour améliorer effectivement notre gestion, mais aussi pour aller donc vers une structure plus moderne, mais aussi on plaide pour qu'effectivement nous puissions être membres de la Confédération syndicale internationale. La Confédération syndicale internationale revendique 180 millions de membres, 333 centrales syndicales et est représentée dans 162 pays d'Afrique et d'Europe. Elle intervient dans plusieurs domaines, notamment sur les droits syndicaux et humains, l'égalité et la non-discrimination. Au cours d'une rencontre dédiée à l'essor économique et social de la capitale du Djibois, les différentes communautés venues s'établir à Divo ont exprimé leur volonté d'accompagner la nouvelle équipe municipale dans sa quête du bien-être des populations. C'était l'occasion pour le maire Amédée Kouakou d'exhorter les filles et fils à se mobiliser pour faire de Divo une ville où il fait bon vivre.
Mobiliser les populations allogènes pour le développement de leur ville d'accueil. C'est à cet exercice que les peuples qui se sont établis dans la commune de Divo se sont prêtés en initiant une journée dédiée au développement local. Une journée pour saluer le travail déjà abattu par l'actuelle équipe municipale et surtout exprimer leur volonté de participer au développement de Divo. De 400 millions de francs CFA en 2012, le budget de la mairie est passé à plus d'1 milliard de francs CFA en 2016. Des chiffres qui interpellent les peuples allogènes vivant dans cette commune. Les différents porte-paroles des communautés malinké, Sénoufo et Koyaka ont salué l'hospitalité du peuple d'Ida. Pour ces communautés, la ville de Divo a besoin de tous ses habitants pour amorcer un développement harmonieux. Le maire, pour sa part, a engagé tout le peuple djibois à participer à tous les niveaux à l'essor de leur terroir commun. Amédée Kouakou a donc invité les chefs religieux et coutumiers à rassembler tous les enfants autour du développement de Divo. On ne peut faire le développement que de la cohésion. Il faudrait que l'ensemble des hommes politiques de Divo puissent être ensemble. Alassane Ouattara, quand il dit la Côte d'Ivoire doit devenir émergente, ce n'est pas de la division. Les femmes et les jeunes de Divo ont souhaité le financement de leur projet de création d'activités génératrices de revenus. Cette journée dédiée au développement a été ponctuée par des danses folkloriques des peuples allogènes et autochtones. Direction Boniankro, un village de Tiebissou qui dépend de la sous-préfecture de Yakwabo-Sakassou. Les populations menées par les cadres ont œuvré pour l'érection de cette localité en chef-lieu de sous-préfecture, mais elles devront encore attendre avant de voir se réaliser leurs rêves. Ce village continue cependant à être dynamique et il a réalisé quelques performances sur le chemin du développement. Boniankro est également un exemple d'union et de solidarité de ces cadres que les autres villages de la circonscription dont il dépend veulent s'inspirer. Eugène Atoubé revient de Boniankro. Boniankro brille. Boniankro est un grand village. C'est le fait des fils de ce village. À eux seuls, ils ont fait tout ce que vous voyez. Imaginez qu'ils apportent leur intelligence à l'association des cadres de Yakwabo-Sakassou. Yakwabo va vite grandir, va vite se développer. Bienvenue à Boniankro. Ici, la population jusque-là considérait l'érection de Yakwabo-Sakassou en chef-lieu de sous-préfecture au détriment de Boniankro comme un camouflet. Mais depuis le 7 août dernier, l'adresse de sous-préfet aux populations a fait taire toutes les rancœurs. De tous les villages de la sous-préfecture de Yakwabo-Sakassou, Boniankro est le plus important au regard de sa population et de ses acquis en termes de développement. On y dénombre 8000 âmes selon les chiffres du dernier recensement général de la population et de l'habitat. Les cadres, à travers la mutuelle de développement du village et aidés par les populations, œuvrent dans un cadre de solidarité et d'union pour l'essor de Boniankro et son progrès. Dans cet élan, de nombreuses activités ont été menées et des projets exécutés sur financement de la mutuelle. On peut compter l'école primaire qui a été bâtie depuis 1985, la maternité, le dispensaire, les logements des maîtres et des infirmiers et sages-femmes. Boniankro a l'ambition de devenir une ville. Nous travaillons dans ce sens. Des acquis qui ne doivent pas cacher l'énormité des besoins de Boniankro. Dans le village, le seul forage construit en 2009 ne peut combler les besoins en eau potable des populations. Celles-ci appellent de tous leurs vœux la dotation du dispensaire et de la maternité du village en ambulance pour faciliter l'évacuation des malades vers les localités de Didievi, Tiebissou ou Yamoussoukro, et puis l'école. Il faut 4 autres classes et autant de logements de maîtres. Ces manques constituent grosso modo les attentes des populations pour une amélioration de leur quotidien. Un si beau village, nous n'avons pas de route. Je souhaiterais que l'État nous aide à avoir des routes, que nos centres de santé soient effectivement remis en état. À Boniankro, la population rappelle toujours avec fierté que leur village est le centre de la tribu Yakwabo, appartenant au groupe Baoulé Haïtou. Situé à 20 km de Didievi, Boniankro est à équidistance de Tiebissou et Yamoussoukro. Mais son accès n'est pas toujours facile.
En Thaïlande, un début de confusion est apparent après la mort jeudi du roi. Le prince héritier Vajiralongkorn, appelé en principe à prendre la succession, a fait savoir qu'il ne voulait pas monter sur le trône dans l'immédiat afin d'observer une période de deuil. Personne ne sait exactement ce qu'il y a derrière ce qui semble être une réticence inattendue. En l'absence de roi, c'est le président du conseil privé du roi, donc Prem Tinsulanonda, qui assure la régence. Et c'est ici que l'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre confiance à notre antenne.